Madame, monsieur, bonsoir. Merci d'être avec nous sur France 3 Corse via Still. Et vous avez bien raison, c'est l'heure de Sport & Course, le magazine des sports de la rédaction. Voici les titres. De la fête à la défaite, retour sur le plan sportif et le débat politique. Le GFC à Sainte-Cline à Lyon, les demi-finales du championnat de France s'éloignent. Un sport, un village, nous allons dans les Deux-Sèvres, photo du motoclub de Rennes. Vous ne serez pas surpris si je vous dis que l'actualité sportive du week-end a été marquée par la finale de la Coupe de la Ligue de football entre le SCB Paris Saint-Germain. Nous allons donc consacrer une large part à cet événement et sans plus attendre, on retrouve Laurent Vincenzini à Bastia en compagnie de ses invités. Laurent Vincenzini, bonsoir. Bonsoir Xavier. Merci de nous donner sur cette finale de la Coupe de la Ligue et vous êtes en compagnie d'un certain nombre d'invités bien sûr. Exactement, on va faire un petit club de la presse à l'issue de cette aventure. Xavier, on va revenir bien entendu sur l'aspect sportif, mais aussi sur la dimension sociale et politique de cette finale. Nous débattrons avec Jean Prounette, la voix de la Corse, la voix du foot, en tout cas sur RCFM. Olivier Morge, directeur de la rédaction du Petit Bastia, le plus vieux journal de France, si je ne m'abuse. Je croyais que vous parliez d'Olivier. Et Antoine Momon de Longévial, correspondant de l'équipe sur l'île. Bonsoir. Merci messieurs de nous avoir accordé ce débat, cet entretien. Avant de débattre, je vous propose une image, celle du retour des joueurs à Porrette, c'était hier. Vraie émotion au retour des joueurs à Porrette. En dépit, je dirais, messieurs, d'une finale qui débouche sur un score assez sévère, 4-0 quand même. On a le sentiment que ce qui se dégage, c'est la fierté. C'est votre avis aussi ? Oui, enfin, moi, ce que je vais retenir, c'est ça, parce que on l'a vécu avec le Sporting, donc nous, on était personnellement un peu en vase clos, mais on avait évidemment des retours. Et après, on découvre un peu comme les joueurs le stade. Et voilà, ce qui va rester, à mon avis, plus peut-être que la défaite. Ce qui est d'ailleurs paradoxal, c'est que le club qui a perdu fait la fête et se retrouve avec des milliers de gens dehors. Et le club qui a gagné a disparu des écrans radars. Exactement. Pour déjà symboliser un peu ce que malheureusement représente le football aujourd'hui entre la force du gros, celui qui gagne tout et qui est habitué aux victoires. Et voilà, ça sera une ligne dans un palmarès et stop. Et une photo. Alors qu'ici, on sait très bien que ça aurait duré des mois, des années. Et effectivement, la victoire du Sporting Club de Bastia, parce qu'il y en a quand même une, elle est dans la présence et dans la fête qui a eu lieu au Stade de France, avant évidemment le match. Et puis ensuite, parce que le Dio Salvi Regina du Stade de France à 25 000 voix, c'est quelque chose qu'on a rarement vécu, voire pas du tout. Et donc, il y a eu beaucoup de symboles, effectivement. Le Dio Salvi Regina, et puis après Queen joueurs, à la fin. Donc il y a beaucoup de contrastes dans cette soirée. On les envisagera. Oui. Olivier Morge, ces moments d'unité, le foot rassemble. On a le sentiment que c'est un mouvement de cohésion sociale pour la société corse. C'est exactement ça. Moi, j'ai eu l'impression au Stade de France qu'il a été transformé en cathédrale. Parce que à la fin, quand les joueurs sont venus saluer, ils nous ont rendus fiers. Et vraiment, on a eu l'impression que le public, les 25 000, les 25 ou 30 000 Corses qui étaient là, ont communié véritablement avec leur équipe. Antoine, à noter aussi qu'hormis les incidents... avant le match, d'ailleurs, les responsabilités ne sont pas vraiment établies. Les supporters bleus ont fait preuve de responsabilité. Oui, il n'y a pas eu de... les responsabilités sont établies. Et encore, c'est... Non, je disais, elles ne sont pas établies dans les incidents avant match. C'est pas très clair. Moi, ce que je vais retenir, c'est... alors là, on était au Stade de France. Moi, c'est la ville de Bastia. 3-4 heures avant le coup d'envoi samedi, toute bleue, les klaxons. C'était vraiment très impressionnant. Moi, ça m'a fait penser à
à un pays qui fait un match de Coupe du Monde. Oui, c'est exactement voilà, ça. Ouais. C'était la même ambiance, la même ferveur, un événement exceptionnel, tout le monde y prenait part. Moi, c'est ça l'image qui va me rester. C'était comme à Rio pour la Coupe du Monde. Les Brésiliens, vous y étiez, Jean, pareil. Oui, l'écran géant, les villes pleines, c'est ça. Un peu moins grand quand même. Un peu moins grand, mais voilà, à notre échelle, c'est tout aussi énorme. chaud. Justement, les supporters parmi les plus chauds sont sortis avec des soutiens du Paris Saint-Germain. Et il n'y a pas eu d'incident majeur. Finalement, la Corse a offert une belle image, non, à travers le football. Oui, bon, voilà, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Voilà, la victoire, elle est dans le nombre, dans la capacité à animer, à soutenir son équipe et effectivement dans la capacité, sur ce moment-là, à s'être tenu impeccablement, la fierté de toute cette population-là. Parce qu'effectivement, encore une fois, on s'attendait à ce que, enfin, on a pu lire à gauche et à droite, que voilà, c'est. Il y a eu des questions d'ailleurs de nos confrères dans les précédentes conférences. Est-ce qu'à votre avis, comme Bastien, Frédéric Thiriez s'attendait aussi. On va l'envisager. Avec toutes ces suppositions, on va loin. Ouais. Est-ce qu'à votre avis, Bastia apparaît désormais comme l'archétype du club populaire par opposition au foot business? Mais c'est certain. Bastia a la chance d'avoir un club comme il l'a. Et on a des supporters responsables et on l'a démontré, il n'y a eu aucun incident et vraiment ça fait la fierté de tous. Antoine ? C'est surtout un club où les supporters ont une part prépondérante dans la destinée du club et ils ne sont pas cantonnés à un rôle subalterne. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de clubs de supporters d'autres clubs qui prennent exemple maintenant sur les Bastiais. On voit Saint-Etienne, Marseille, on voit beaucoup de sympathie d'autres supporters. Bastia porte-drapeau. On se penche de nouveau, si vous le voulez bien, sur le film de cette soirée. Pascal Pommier, Guillaume Léonetti et Philippe Villaret. En famille, entre amis, par groupe de supporters, ce sont des vagues de Tourquine qui ont déferlé samedi sur le Stade de France. Les premières dès l'ouverture des portes à 17h, affichant haut les couleurs de leur club. C'est ce décor-là, presque irréel, que les joueurs vont découvrir. Il est alors un peu plus de 19h. Ils n'en croient pas leurs yeux. Au même instant, à 1000 km de là, la SCB Mania est presque à son paroxysme. Partout en Corse, toutes les générations s'apprêtent à vivre ce moment historique. 21h, les chœurs des 30 000 supporters bastiens installés au Stade de France battent à tout rompre. À l'unisson de ceux qui sont restés en Corse, cette fête, ils l'attendaient, ils vont la vivre. Ils y croient et les 18 premières minutes vont leur donner raison. Les hommes de Ghislain Printemps tiennent tête aux superstars de la capitale. Mais à 21h19, le temps va s'arrêter. Tous se figent. Lavezzi vient de s'écrouler dans la surface de réparation. Pénalty et surtout carton rouge pour Sébastien Schilacci. Une double peine très, très contestable. Je suis passablement énervé quand je revois l'action, qu'on puisse prendre un carton rouge là-dessus. Il a tué le match, gâché la fête. Voilà. Je suis déçu pour tous les supporters, tous mes coéquipiers aussi. On a fait beaucoup d'efforts pour arriver là et voilà de tuer le match au bout de 20 minutes de jeu, surtout sur si encore je faisais un attentat ou quelque chose. Mais bon là c'est dommage et c'est comme ça. Le match a été faussé aux 20e minute, un carton rouge. A priori un carton rouge quand même sévère et à partir de là on a couru après la balle tout le match. Après avoir transformé le pénalty, Ibrahimovic aggrave le score juste avant la pause. Mais en fait, depuis la 19e minute, les supporters bastiais avaient compris que l'issue de la rencontre était scellée. Malgré l'énergie déployée par les Bleus en seconde période, des Bleus qui vont rester unis et ne jamais baisser les bras. La fin était déjà écrite. Paris va sortir vainqueur de cette confrontation par un 4-0 grâce à 2 nouveaux buts de Cavani. Dignes dans la défaite, les Bastiais vont monter à la tribune sans un mot et arborant un maillot pas de match le 5 mai. Quelques secondes plus tard, Yannick Cahuzac va donner le ton.
Pas un regard, pas une poignée de main à Frédéric Thirier, qui avait refusé, comme le veut l'usage, de descendre les saluer sur la pelouse avant le match. Il a fallu être digne, comme ce peuple, et monter là-haut. Et on l'a fait. On l'a fait par respect au Sporting Club de Bastia, par respect à nos dirigeants, par respect à notre public. Mais nous, on ne nous a pas respectés. Et ça fait mal. Je ne pense pas que ce président-là, lui, il puisse se regarder devant une glace. Et je le dis, peu importe ce qu'il va en penser. C'est un scandale. À l'image de leurs joueurs, les supporters bastiais vont se montrer exemplaires jusqu'au bout. Leur tristesse est immense. Le rêve d'une coupe ramenée en Corse s'est envolé. On a perdu, mais on est fiers quand même. Reste désormais un objectif, soutenir leur équipe dans sa course au maintien. Alors on va évoquer d'abord la dimension sportive, si vous le voulez bien. Cette 19e minute, Antoine, et la loi 12, je l'ai reprise, cette loi 12. Carton rouge si la faute annihile une occasion de but manifeste. C'est une occasion de but manifeste. C'est la règle, mais franchement, cette double peine, elle est contraire à l'esprit du foot. Il applique la règle. Après, ce qu'on peut reprocher à la règle, c'est de ne pas distinguer une faute dans la surface et en dehors. En dehors de la surface, d'accord, on met un carton rouge parce qu'il y a un gros préjudice et il n'y aura peut-être pas but après. Là, il y aura penalty. Ça fait beaucoup, mais bon, ça ne concerne pas que le Sporting. C'est à chaque fois, on rappelle cette règle qui devrait être abolie ou modifiée. Ouais. Bruno Bastien qui a fait preuve de responsabilité, de pédagogie au cours du match, mais là, franchement, aucune pédagogie. Je pense que cet arbitre est jeune, c'est le plus jeune de la Ligue 1, et je pense que dans leur formation, il devrait aussi intégrer la dimension psychologique. Dans les matchs comme ça, où la France nous regarde, où tout le monde est exemplaire, je pense que M. Bastien aurait dû peut-être éviter cette double peine. Cette double peine qui a vraiment coupé les ailes à Bastia et tué ce match à la 19e minute. Il n'y en a plus après, c'était fini. Elle est surtout interprétée différemment, Jean. Le problème, c'est qu'elle est interprétée différemment, elle est appliquée, pas appliquée. Voilà. On a vu dans des matchs des fautes, il y a un penalty et puis il y a un carton jaune derrière. Exactement. Donc pas forcément le rouge. Et là, c'est vrai que je rejoins Olivier. Il y a des joueurs qui se préparent à une finale, ils se conditionnent. Il y a des spectateurs également qui le font. Qui se sont sacrifiés pour certains. Et par contre, je ne pense pas que du côté de l'arbitrage de cette équipe qui a aussi un rôle très important, je ne pense pas qu'il y ait le même conditionnement, parce qu'ils ne sont pas dans le même contexte évidemment de préparation, ils ne sont pas dans le contexte d'une finale, d'une fête, de se dire c'est un seul match. Il y a beaucoup de monde, il y a eu, les gens viennent faire la fête. Et donc on va essayer, nous, en tant qu'arbitre, enfin moi je le vois comme ça, essayer de participer et d'être dans l'esprit. Et je ne pense pas qu'en sifflant un penalty, bon ça se discute, penalty, ça peut siffler, mais en mettant en plus un carton rouge derrière, on sait les conséquences que ça peut avoir, surtout contre une équipe contre Paris. Voilà, la fête est tuée, il n'y a pas d'autre mot, quoi. On ne s'y prend pas autrement. Et le jeune âge que Olivier évoquait, je pense qu'il y est pour beaucoup également. Parce que s'il avait un peu plus de vécu, une dizaine d'années et des situations à gérer qu'il aurait eu par le passé, je pense que peut-être il n'aurait pas eu la même réflexion. Et Antoine, cela arrive à Monsieur Schillaci, 34 ans, joueur exemplaire, ça il faut le noter aussi. Vous êtes tous d'accord, Antoine, avec le fait que c'en est fini de cette finale à la 20e minute ? C'en est fini parce que... Presque en tout cas. Ouais, presque, mais ce qui laisse vraiment des regrets, c'est qu'on a vu dans les 20 premières minutes que Bastia avait les armes pour inquiéter ce PSG. Beaucoup de cohérence, effectivement. Il y avait de la cohérence. On a vu que Boudbouz, par ses centres, pouvait les inquiéter. Sio arrivait bien à se démarquer. Les Bastiais semblaient être dans un bon jour. Donc, c'est là où on a le regret. Après, il y a des erreurs individuelles sur les autres buts qui pénalisent, qui empêchent tout exploit. Juste, je voulais remarquer, je l'ai vu moi à l'image dans le direct, il y a un laser sur Boudbouz, parce que l'action du premier but, ça part d'un coup franc de Bastia très très haut et c'est un contre. Après, il y a 2-3 temps de jeu, effectivement, ce laser n'explique pas tout, mais il y a un laser dans les yeux de Boudbouz et il loupe complètement son coup franc. Est-ce que c'est une petite cause grands effets ?
Je ne pense pas que ça ait joué beaucoup le laser. Il n'en parle pas dans les interviews. Oui, moi, ce que je pense. En tout cas, moi, je peux vous l'assurer, je l'ai bien revu au ralenti. En fait, nos joueurs ont pris un coup sur la tête parce qu'ils ont vu qu'ils perdaient à la 20e minute leur taulier. C'est-à-dire, c'est vraiment notre défenseur principal, central, celui qui tenait la baraque, et on le perd dès la 20e. Donc, à partir de là, il a fallu un petit moment pour se remettre d'un choc. Le temps de se remettre, ça faisait déjà deux. Exactement. Et alors, un petit mot, messieurs, sur le cas Ibra. Grand joueur, on est tous d'accord là-dessus, mais il est suffisant, arrogant. Il a mimé, je vais le mimer à nos téléspectateurs, au public Bastia après le penalty. Ouais. Ça veut dire fermer là, hein. Faut dire les choses comme elles sont. Il mime aussi un bisou à Cahuzac pour le faire sortir de ses gonds en fin de match pour éventuellement qu'il prenne un rouge. Il a quasiment dirigé la rencontre en disant à Bruno Bastien de mettre un rouge à Squillac. Enfin bref. Alors est-ce que c'est tolérable ? Ça fait partie du personnage. Après c'est dommage parce qu'il n'a pas besoin de ça. Il n'a pas besoin de ça et c'est pas très classe de sa part. Surtout dans des matchs pareils où vraiment il est observé, où le Sporting joue le match de l'année. Enfin c'est pas très beau. Jean, justement, j'ai pu apprécier le joueur, je n'ai jamais apprécié l'homme. Et je suis content qu'on en soit débarrassé jusqu'à la fin du championnat. On est d'accord. A contrario, il y a de la dignité, de la responsabilité des Bleus, parce que Jean, on a un petit peu joué au ballon, on prend 4-0, c'est difficile, et personne n'a franchi la ligne jaune, personne n'a pris de rouge. C'est intéressant quand même. Oui, on peut, là aussi, effectivement, par rapport à tout ce qui était annoncé, que c'est des mots, mais qu'on allait leur marcher dessus, qu'il va y avoir un jeu dur, etc. Sur le terrain, ils ont été au niveau de ce qui s'est passé dans les tribunes. Et c'est vrai que même à la fin, après le non-respect du protocole par Frédéric Thiriez, on aurait pu, en réaction aussi, rentrer au vestiaire et ne pas participer au protocole. Donc, ce que disait Ghislain Printemps tout à l'heure, de s'être rassemblés, d'avoir attendu même la remise du trophée à Paris. On a bien vu que ce n'était pas prémédité. Ils se sont rassemblés, ils ont décidé. Donc, il n'y avait rien de prémédité avant le match. On serre la main ou pas à Thiriez. C'était très fort. Après, moi, voilà, vous parliez de football pour ceux qui ont joué, ce qui n'est pas le cas apparemment de l'arbitre, Monsieur Bastien. Pour ceux qui ont... Ce qui me fait le plus mal par rapport à ce que j'ai vécu avec eux, donc ces 3 jours, même si ça avait été d'autres équipes, c'est qu'ils se préparent, ils sont dans l'événement, ils ont envie de jouer, ils ont montré un premier quart d'heure intéressant, etc. À partir de là, c'est de les voir rentrer le lendemain. Ils n'ont aucun souvenir pratiquement, ils ont l'impression de ne pas avoir joué, c'est-à-dire d'avoir traversé cet événement. Sans s'être donné, sans avoir, je sais pas, taclé, organisé du jeu, eu des... Le pire, là, dans la frustration pour un joueur, ça c'est terrible. Et pourtant, ils n'ont jamais refusé de jouer, parce que même quand on prend le 4e but, on était en train de monter. Il y a un compte, c'est normal, 11 contre 10. Mais jamais Bastien n'a refusé de jouer. Le discours de Printemps à la mi-temps, sans doute, a été on va essayer de revenir à 2-1, mais sans faire de bêtises. Hein. J'ai discuté un petit peu avec le coach hier, il était invité de Stade 2. C'est un petit peu ce qu'il a laissé transparaître à la mi-temps, et ça a été bien appliqué quand même. Oui, et puis il y avait une donnée, c'est que là le PSG en ce moment est physiquement intenable. C'est une équipe qui est programmée pour les gros matchs pour cette période-là. Le PSG du début du mois de janvier que le Sporting a battu, c'est pas du tout le même PSG. Physiquement, il marche sur les adversaires. Je vous propose, messieurs, même si on l'a déjà évoqué, hein, c'était quand même le grand fait de cette finale, place désormais à la dimension politique, et je vous propose de réécouter le coach bastiais, Ghislain Printemps. J'étais scandalisé. Je dis le mot scandalisé. Alors, je serai certainement, par ces messieurs-là, sanctionné. Mais j'étais scandalisé quand on est venu m'annoncer ça. Je pense, et on l'a démontré quand même sur le terrain, on l'a démontré dans les tribunes. Je crois qu'on a un merveilleux public. On a une équipe qui essaye de jouer au football. Et aujourd'hui, mes joueurs, je dis bien mes joueurs, on leur a manqué un grand respect. Et ça fait très mal. Par contre, mes joueurs, nos supporters, nos dirigeants, moi-même, demain matin, on va pouvoir se regarder dans une glace. Je ne pense pas que ce président-là, lui, il puisse se regarder devant une glace. Et je le dis, peu importe ce qu'il va en penser. C'est un scandale.
que notre président ne puisse pas présenter au président de la LFP ses joueurs qui ont fait un parcours exemplaire et qui ont amené des milliers et des milliers de Corses au Stade de France. Excusez-moi, je ne peux pas l'accepter. C'est pas possible. Voilà, je ne peux pas l'accepter. Alors après, voilà, il y a Paris Saint-Germain a gagné 4-0, bravo, ok, voilà. Et je pense qu'il doit être content. Il va pouvoir boire sa coupe de champagne. Il est serein, voilà. Mais c'est pas être parano, c'est la réalité des choses. Je ne vous mens pas, vous l'avez tous vu. Je vais voir demain si vous allez le mentionner, mais le mentionner en grand, en première page, pas en dernière page. Parce que ça, c'est un scandale. C'est purement un scandale. Soyez conscients de ça. Et moi, il m'a fallu rassembler mes joueurs, parce que non content d'être abattu après la défaite, il a fallu être digne, comme est ce peuple, et monter là-haut. Et on l'a fait. Messieurs, Frédéric Thiriez, le vendredi soir, est invité par la dirigeante Bastiais à un cocktail. Il y vient, il reste une vingtaine de minutes. À aucun moment, il n'envisage de ne pas descendre sur la pelouse. En tout cas, il leur livre pas aux dirigeants Bastiais. Le lendemain, pas de protocole. Lui qui a souvent ces mots de respect, d'image pour le foot, comment expliquer ça? Il dit qu'il craignait les sifflets, mais il subit des sifflets par ailleurs. Oui. On a parlé d'Ibrahimovic tout à l'heure, de son mauvais côté. C'est le mauvais côté de Frédéric Thiriez par rapport à la Corse. Ouais. Parce que il en a un bon. Ça, je ne sais pas, mais on peut toujours accorder un petit doute, même si pour moi, ce président-là s'est décrédibilisé en tant que président de la Ligue, et là, c'est même pas par rapport au Sporting Club de Bastia, donc on ne pourra pas dire. Voilà. Il s'est décrédibilisé le jour où, à l'oreille du président du PSG, il fait des excuses sur le mauvais arbitrage. Ce qu'il aurait peut-être pu faire hier à l'oreille du président Gerolini. Mais ce jour-là, parce que on a des avis, tous, etc., mais bon, pas si tranché que ça. Ce jour-là, pour moi, Frédéric Thiriez ne peut plus être le président de la Ligue de football professionnel. Après, il y a la partie bastiaise, etc., avec le titre qui n'est pas remis, avec le 5 mai, les 20 ans, où il n'y a ni couronne, ni fleurs, ni mots, il n'y a rien. Enfin, ça il y a l'affaire Québec avant, enfin bref. Et il y a une prise de position juste pour terminer, et par rapport à la réunion, et je refais le film, puisque j'y étais à cette réunion, il aurait pu, en tant que président, lorsqu'on veut apaiser les choses, parce que les informations ont commencé à sortir l'après-midi dans les tweets du Parisien et de l'équipe.fr, qui aurait peut-être, les Bastia auraient préparé pour pas le protocole. Donc, à la limite, il sait, il est informé, et d'ailleurs, il dit que c'est son rôle. Il voit les dirigeants du Sporting le vendredi soir. Il n'en parle pas. J'y suis. Non seulement il n'en parle pas, mais en tant que président de la Ligue, il n'a même pas le truc d'aller dire, il paraîtrait que, qu'est-ce qu'on fait? C'est vrai, c'est pas vrai? Est-ce qu'on arrange le coup, arrange pas le coup? Rien, pas un mot. Il part avec le sourire et tout. Et le lendemain, il annonce, je viens pas. Moi, ce que je pense, c'est que ce que M. Thiriez n'a pas compris, c'est que le Sporting, c'est bien plus qu'un club pour nous tous, pour la Corse. Et c'est vraiment, comme l'a dit l'universitaire Didier Rey, c'est un élément central de notre identité. Et je pense que ce monsieur-là, il nous a manqué de respect. Plus d'une fois, mais là, particulièrement, devant la France entière, c'est vraiment dur à avaler. Et tout simplement pour son ego, de ne pas entendre de sifflets ou de gros mots qui pourraient être prononcés à son encontre. Racisme anti-corse, Antoine Momont de Longévial, vous êtes correspondant de l'équipe, un média national. Je ne sais pas ce qu'il va dire, moi je vous dis. Racisme anti-corse, je ne sais pas si c'est du racisme anti-corse, du racisme anti-Sporting Club de Bastia, ça c'est sûr. C'est sûr, moi je ne comprends pas du tout ce qu'il a fait. Mais là, ça fait avec... en 48 heures, il y a eu aussi l'affaire Canal+. Il perd pied. Il perd pied. On a ce sentiment-là, ouais. Voilà, Alors, moi, c'est quelqu'un qui semble intelligent et là, il fait n'importe quoi. Alors, j'ai vu une image que je vais quand même vous livrer parce qu'on l'a pas vue en direct, parce que aussi, la réalisation est aussi aseptisée. C'est pas François Corse qui maîtrisait cette réalisation. Il y a Lavezzi qui monte chercher sa médaille.
Et vous savez, les shampoings qu'on faisait comme ça, avec nous, on peut plus le faire, Jean, mais avec les cheveux. Et c'est Lavette qui fait un shampoing à Frédéric Thiriez, le président de la Ligue. Et il est complètement décoiffé. Cette proximité-là, on parlait de l'entretien avec Nasser El Khelaifi après le match pour des excuses. Là, c'est quand même énorme, non? Le président de la Ligue, c'est devenu un commercial. C'est-à-dire qu'il est en train de diviser le football français entre les puissants, les riches et les autres. Il va vraiment y avoir une fracture entre les clubs d'en bas, je dirais entre guillemets, puisque on a beau être pas riche, on est quand même un grand club, et ceux qui sont puissants. Ouais. Bon, en parlant des riches et des puissants, je voudrais m'adresser à Antoine, qui est le correspondant de l'équipe depuis quelques mois maintenant, voire quelques années, qui fait son job, qui fait son boulot comme il l'entend, comme il le doit, etc. En même temps, il faut, je pense qu'Antoine, là, c'est une portée importante, l'équipe, forcément. Plus que nous, pauvres journalistes régionaux, provinciaux. D'ailleurs, Thiriez, il ne veut pas nous répondre. Notre voix ne portera pas très loin. Mais on l'a invité depuis 4 ans, maintes et maintes fois. Avec tout ce qui se passe, avec tout ce qu'on a pu dire sur Bastia, je pense que là, à travers cette fenêtre, il y a une évidence qui ressort, et qu'il n'y a pas que des mauvais garçons, et que ce n'est pas qu'un mauvais club, et que ça ne peut pas être tout le temps contre le Sporting Club de Bastia. À un moment donné, il va falloir entendre ce que Bastia prend comme acte contre lui, etc., tout ce qui est fait, et qu'il est normal qu'il puisse y avoir après des réactions. Mais il faut aussi essayer de recentrer, de trouver les origines de ce mal. Bastia n'est pas toujours sur le banc des coupables. Ce que je trouve très intéressant, c'est que là, pour la première fois... On dirait qu'il y a un front. Voilà, Bastia fait l'unanimité. Les autres présidents de club se mettent du côté de Bastia pour la première fois. Donc... Mais il faut rappeler quand même, Antoine, que ça fait 13 ans qu'il est à la tête de la Ligue de football professionnel. Frédéric Thiriez, il a été réélu la dernière fois. 84 voix pour, un vote blanc et aucun vote contre. Donc ils partent de loin, ceux qui veulent faire virer Thiriez. Mais c'est possible parce que Jean-Michel Aulas, par exemple, le président de Lyon, il l'apprécie beaucoup moins quand même. C'est possible ce front un peu Aulas, les petits clubs pauvres contre le football business. Bon, c'est un petit peu hétéroclite comme alliage, mais est-ce que c'est possible de déboulonner Thiriez? Votre avis? Le problème, c'est qu'il faut qu'il y ait un candidat et c'est un circuit fermé. C'est-à-dire c'est 5 ou 6 personnes dans le conseil d'administration, je ne sais pas. Donc un qui est vraiment proche de Thiriez, le système est un peu étrange. Je me livre à vous aussi. Les relations Thiriez-SCB, est-ce qu'il faut les mesurer à l'aune des relations Corse-Paris aussi? C'est difficile de répondre à cette question-là. Nous, oui, forcément, on fait le lien, on fait le parallèle. Maintenant, lui, est-ce que dans sa tête, il est sur cette ligne-là? Je vous rappelle quand même qu'il était directeur de cabinet de José Franceschi en 82-83, moment trouble en Corse. C'est sûr que sur certaines phrases... Directeur de cabinet du secrétaire d'État à la sécurité publique. Olivier parlait de commercial, il est aussi très politique, et c'est sûr qu'on peut transposer certaines de ses phrases sur le plan politique. Ce sera la même chose quand il dit... par rapport au 5 mai et tout, voilà, ça va être comme ça et tout, parce que c'est le territoire de la France. Sur la violence, pareil, la sanction ou la loi s'applique à tout le monde. Voilà. C'est vrai que sur cet angle-là, on peut le voir. Juste, Thierry Braillard, le secrétaire d'État au sport, a livré à RMC il y a quelques heures qu'il avait été un petit peu gêné par tout ce qui s'était passé au Stade de France. Et il disait les Corses sont partie prenante du championnat de France, du foot et du sport français. Je regrette un peu ce climat où on ne se sent pas tout à fait, tous ensemble, alors qu'on devrait être dans l'unité. Il faut rappeler quand même que le ministère de tutelle a autorité sur la fédération et donc sur la Ligue. On ne peut pas imaginer une démarche politique? Je ne sais pas, mais là, le problème, il n'est pas Sporting Club de Bastia Paris. C'est vraiment Thiriez qui n'a pas voulu assumer ce qu'il avait fait auparavant avec le Sporting Club de Bastia. Et voilà. Messieurs, il nous reste juste un tout petit peu de temps. Il y a la fin de saison pour le Sporting Club de Bastia. Il y a Lyon ce mercredi, puis un match très important contre Reims. Fourian, il ne sera pas loin d'être plein à mon avis. Vous la voyez comment cette fin de saison, Olivier? Je la vois très bien. Je la vois très bien. Je sais qu'on va rester en Ligue 1 parce que je suis sûr que les garçons, comme dit M. Printemps, je reprends le terme, les garçons vont faire ce qu'il faut pour y arriver. Et on en a les moyens. Jean? Oui, il reste 3 matchs contre 3 équipes abordables, notamment Reims et Caen, qui 3 sont matchs à domicile. Peu près du même niveau. Après, à domicile, pardon. Après, il y a Saint-Étienne. Bon, ça dépend de la situation de Saint-Étienne, mais il suffit de 2 matchs. Donc, il ne faut pas se louper sur ces rendez-vous. Et puis, il y a opération 1 €. Les abonnés vont pouvoir inviter. Voilà. Ça, c'est important. Ça a déjà commencé. Ça sera sûrement plein dès samedi. Samedi face à Reims. Ça sera sûrement le match. Déjà, on peut être tranquille. On est dans la suite de la finale. Merci beaucoup, messieurs. On a dit le maximum de choses. On va rendre l'antenne à Xavier qui va décliner la suite de l'actualité.
Merci Laurent, merci à vos invités. Laurent, on vous retrouve jeudi pour Foot et Basta. On reste dans le foot. En Ligue 2, la 31e journée a particulièrement souri au club ajaxien. L'ACA s'est imposé 1-0 face à Dijon. Le GFCA ramène les 3 points de la victoire de son déplacement à Châteauroux, compte rendu Jean-Pierre Lic. La joie des joueurs ajaxiens, le GFCA vient de s'imposer 2-0 sur la pelouse synthétique de Châteauroux. Face au dernier de Ligue 2, le Gazélec rentre parfaitement dans le match. Il obtient même un pénalty dès la 18e minute. Maïs se présente face à Bonnefoy, mais par 2 fois l'attaquant Gazier perd son duel. Malgré cet échec, le GFCA continue de dominer, mais il faut attendre les 5 dernières minutes de la partie pour voir Chibumbu s'échapper côté gauche. Son centre est repris victorieusement par Mhadi. 7 minutes plus tard, le buteur se transforme en passeur. Mhadi sert Martinez pour le 2-0. Le GFCA, avec ce succès, grimpe sur la 2e marche du podium. On a eu la capacité à jouer juste sur ces dernières minutes, de ne pas paniquer et sortir des ballons correctement pour aller marquer le 2e but. Donc, je pense que la victoire est largement méritée. Johan Cavalli motive ses coéquipiers. Le capitaine de l'ACA est de retour après 5 matchs de suspension. Face à Dijon, classé 4e avant la rencontre, les Blancs et Rouges sont surpris dès la 11e minute. Tavares glisse le ballon à Bella. Le tir dijonnais est détourné par Sissoko sur son poteau. La réaction des Ajaxiens intervient juste avant la pause. Sur ce coup franc joué à 3, Abergel frappe en force. Rennais détourne en corner. 50e minute, Bamba est expulsé côté dijonnais. C'est le tournant de la rencontre. À 11 contre 10, l'ACA pousse et va obtenir un pénalty. Fauvergue croit ouvrir le score, mais l'arbitre siffle une main adverse dans la surface. Cavalli transforme la sentence et offre les 3 points de la victoire à son équipe. Je pense que tous les joueurs ont été impliqués de la première à la dernière minute. Sur l'ensemble de la rencontre, il me semble que c'est une victoire méritée. Grâce à cette 7e victoire en championnat, l'ACA possède désormais 4 points d'avance sur la zone des relégables. Justement, le classement. En attendant le résultat du match Angers-Valenciennes, le GFCA est seul 2e avec 53 points au compteur, 4 points d'avance sur Brest, le 4e. Brest qui a été battu à domicile ce week-end. Ça commence à sentir bon pour le GFCA. L'ACA respire aussi dans la course au maintien. Les 3 points engrangés vendredi à Timisoul font beaucoup de bien, d'autant plus que Tours, actuel 18e, a été tenu en échec. Ainsi, l'ACA possède 4 points d'avance sur la zone rouge. Il reste 7 journées, 21 points en jeu. C'est loin d'être terminé, c'est vrai, mais en tous les cas, c'est bien parti pour les 2 clubs. Prochaine journée, GFCA Sochaux, 3 ACA. Voilà vraiment 2 bien belles affiches. En national, CAB Istres, c'était le match des mal classés. Vendredi à Herbajol, les cabistes accueillaient Istres, avant-dernier du championnat. Pour les cabistes, c'était aussi l'occasion d'engranger des points face à un concurrent direct pour le maintien. Benjamin Savard. Un CAB au pied du mur face à une équipe d'Istres bien moribonde au classement. Les cabistes ne se font pas prier. 3e minute, Tibéri donne à Tudic 1-0. L'escadron noir domine les débats et met la pression aux Istréens. Un peu de suffisance, un peu trop de confiance. Les Noirs reculent et laissent des espaces. Une frappe des 30 mètres, 1-1. Tout est à refaire pour les hommes de Stéphane Rossi. Au retour des vestiaires, c'est un CAB aussi absent qu'en fin de première mi-temps. Il n'en faut pas plus pour Zedapka pour récidiver. Istres mène alors 2-1. Enfin, 3-1. Istres est réaliste et le fait savoir. Je ne sais pas si on a cette dynamique qui va nous permettre sur ces derniers matchs justement d'aller accrocher des points. J'ai l'impression qu'on a un peu lâché. Psychologiquement, on a l'impression qu'il y a des joueurs qui sont déjà loin du projet et c'est vrai que ça devient très très compliqué. Avec cette défaite, Bastia s'enfonce encore un peu plus dans la zone rouge. L'escadron est à 4 points du premier non relégable Colmar. Justement, voilà le classement avec notre palette. Une défaite qui fait mal, voire très très mal. Le CAB, vous l'avez entendu, est désormais 16e avec 26 points, ce qui veut dire 4 points de retard sur la zone des non-relégables. Prochaine échéance, vendredi à Fréjus, à 8 journées de la fin. La situation se complique vraiment pour les cabistes. Il faut engranger des points, mais là, il faut avouer que ce match-là, il ne fallait pas le louper. Allez, à l'étage en dessous, en CFA 2, dans la poule C, on disputait la 22e journée. La réserve du Sporting s'est inclinée à Caen 1-0. Furiani, battu par Wassel à domicile la semaine dernière sur le score de 2-1, est désormais en fâcheuse posture. Regardez le classement. Vous le voyez, Furiani est 13e, donc relégable avec 42 points. Vraiment juste au-dessous de la ligne de flottaison. Il reste 4 matchs à disputer, dont 3 à domicile. Autant dire que Furiani a son propre destin
en main. Le Sporting, avec 47 points, est un peu mieux loti. Il occupe la 9e place du classement. On s'intéresse à présent à la poule G, la bonne affaire de la CA, qui a fait match nul à ALS, un but partout. L'Île Rouge s'est incliné à l'ES Pénoise 2-1 au classement. Les Balanins occupent le 6e rang avec 56 points. La CA respire avec 52 points. Les protégés de Patrick Léonette, ils sont 8e. C'est bien parti pour le maintien. Voilà, tout est dit pour le foot. On passe au sport en salle avec du volley. Vendredi, en quart de finale aller du championnat de France de Ligue A, le GFCA n'a pas pesé lourd face à Lyon. Battu 3-7-0, les Ajacciens auront leur revanche mardi prochain au Palatino. Les images sont signées Christian Giuliano. Dans une salle totalement acquise à sa cause, sans surprise, Lyon démarre le plus fort, très fort même. Absent en réception, le GFCA subit. Lyon déroule. En toute logique et en moins de 30 minutes, les locaux empochent le premier set, 25-17. Dans le deuxième acte, les Ajacciens affichent enfin une attitude plus volontaire. Les deux formations se rendent alors coup pour coup, point pour point. L'exercice est favorable aux Lyonnais, aidés, il est vrai, par des Ajacciens passifs en fin de set qui gâchent 2 occasions de conclure. Une offrande pour les Rodaniens qui s'imposent 26-24 et 2-7-0. On fait pas mal de fautes directes, on est crispé. Il faudra enfin se libérer et surtout être concentré à partir de 20. Le troisième acte est un remake du précédent, seulement dans son chapitre d'introduction. Au fil des échanges, Lyon reprend la main, attaque directe ou croisée, la gamme du parfait combattant. La sanction est sans appel, 25-17, 3-7-0, la cause est entendue. Si on veut aller plus loin dans ces playoffs et accrocher une demi-finale, il faudra qu'on élève notre niveau de jeu parce que je pense pas que Lyon jouera moins bien au Palatine. Le GFCA n'a donc plus le choix. S'il veut poursuivre sa route en play-off, il devra s'imposer mardi au Palatine. Ce qui est curieux quand même à signaler, c'est important, sur les 5 dernières rencontres jouées entre Ajaccio et Lyon, ça a été 5 victoires pour Lyon. Donc revanche, vous l'avez entendu, mardi au Palatine, c'est à 20h. En cas de victoire ajaxienne, il y aura un match d'appui qui sera joué encore à Lyon. Vendredi au Palais des Sports de Gerland. Donc rien n'est fait, mais tout d'abord il faut franchir l'obstacle dès mardi au Palatine, on le sait. Il va y avoir du monde, il va y avoir de l'ambiance et dans ce cadre-là, on sait que les joueurs de Frédéric Ferrandez peuvent se transcender et souvent franchir bien des sommets, en tous les cas, acceptons-en l'augure. Donc c'est mardi au Palatine à 20h, Ajaccio-Lyon. Handball, en National 1, le GFCA recevait dimanche après-midi la formation de Rodez au gymnase Pascal Rossini. Les Ajacciens qui jouaient un match clé dans l'optique du maintien se sont inclinés sur le score de 31-34. C'est une bien mauvaise opération pour les Rouges et Bleus qui voient leur avance au classement fondre comme neige. Compte rendu de cette rencontre en compagnie de Jean-Pierre Lec avec Rémi Poirot. Le GFCA en rouge face à Rodez en blanc. 2 équipes avec des objectifs différents. L'une joue sa survie, l'autre une place sur le podium. Côté terrain, Théo Bécu est de retour. Une bonne nouvelle pour Gilles Franceschini, l'entraîneur du Gaz. Mais sur le parquet du Rossini, ce sont les visiteurs qui vont dicter leur loi. Grâce à Yannick Cham, un joueur habitué à la première division, ils prennent rapidement les devants. En face, Raffini et le GFCA manquent d'efficacité. De leur côté, les visiteurs augmentent leur avance. À la pause, l'avantage est de +6 en faveur des Ruténois. Après la mi-temps, c'est un tout autre GFCA qui est de retour sur le terrain. Minute après minute, l'écart diminue. Grâce à Safar et Tony Brunetti, auteurs de 8 buts chacun, le GFCA revient dans le match. Rodez est dépassé. Aidés par leur public, les Ajacciens recoltent au score. Avant de craquer dans les ultimes secondes, ils s'inclinent au final 34-31, malgré une seconde période de folie. On rate notre premier quart d'heure, on a beaucoup d'échecs au shoot. Voilà. Après, ce qui est encourageant, c'est la réaction un peu tardive, la réaction des joueurs qui est, on a -8, on arrive à venir égaliser, je crois qu'on passe à +1 à un moment. Voilà, bon, ça sera le seul point positif. Je pense que c'est l'entame de match qui nous... Eux, on les laisse s'installer dans le match, c'était surtout ce qu'on ne voulait pas qu'il se passe, parce qu'ils ne jouent plus rien, donc on voulait anéantir de suite les espoirs qu'ils avaient de venir gagner ici. Déception pour les Diables Rouges, avec cette 12e défaite de la saison, le GFCA se complique un peu plus la tâche. À 3 journées de la fin, il se déplacera 2 fois contre des équipes du top 3. Un calendrier compliqué dans l'optique de l'opération maintien.
Cruel pour les Ajacciens, tant d'efforts et pas récompensé au bout. Regardez le classement, ça se complique sérieusement. Le GFCA dégringole à la 10e place avec 33 points au compteur. Il ne possède plus qu'une petite longueur d'avance sur la zone rouge. Il reste 3 journées à disputer, des matchs vraiment pas faciles. Les rouges et bleus vont en effet affronter des équipes qui jouent l'accession. Le dernier match qui sera joué à domicile le 9 mai prochain contre Montpellier sera capital. Et là, il faudra encore une salle comble pour pousser les rouges et bleus vers la victoire. Pour être complet en handball, en National 3, sachez que Corté a été surpris à domicile par Istres sur le score de 22-26. Le classement, à 3 journées de la fin, les montagnards sont assurés du maintien. Ils terminent en roue libre. Ils sont 5e, donc hors de portée de la zone rouge. Les arts martiaux, les karatékas insulaires à la rencontre de l'équipe de France. L'événement a eu lieu au Centre du sport et de la jeunesse de Corse. Ainsi, une centaine de jeunes venus de toute la Corse ont pu partager, échanger avec une délégation d'athlètes tricolores, tous médaillés internationaux. Les images sont signées Jacques-Paul Stéphane. La présentation d'usage terminée, la séance d'entraînement peut commencer. Aujourd'hui, exceptionnellement, elle est dispensée par des athlètes de l'équipe de France. Une kyrielle de champions internationaux à la rencontre de la discipline insulaire. C'est aussi transmettre à travers l'équipe de France les notions de technique, mais en même temps de partage surtout. Parce que les enfants sont contents de voir les champions, d'échanger avec eux. Une dédicace, une photo, ça fait partie de la vie fédérale. Et il n'y a que comme ça qu'on peut arriver à avoir une bonne transmission, je pense, orale, en fait, de notre discipline. On ne cherche pas le chaos, on cherche le contrôle du geste. La maîtrise. La journée est donc placée sous le signe du partage, mais aussi de l'exigence technique. Un rendez-vous unique, programmé de longue date par la Ligue Corse de Karaté. C'est une aubaine, c'est une promotion, c'est de la motivation pour les enfants. Au contraire, ce n'est que du plaisir. Vous avez compris ou pas? En fonction de là où on place le point, il faut venir taper. Pour la majorité des athlètes, l'occasion est belle pour se montrer. Prouver que tous les paramètres, aussi bien physiques et techniques, sont au beau fixe, et ce, en prévision de futures échéances sportives. Ça permet vraiment de faire beaucoup de progression dans le combat, autant dans le combat dans le kata, parce que c'est quand même des champions du monde, et ils nous apprennent vraiment beaucoup de choses. C'est énorme, ça nous donne juste envie de faire comme eux plus tard, d'avoir le même palmarès. Mais voilà, mais il faut bosser. Rigueur et discipline ont caractérisé l'ensemble des travaux. La journée idéale pour raccourcir un peu plus le chemin qui mène à l'excellence. Voilà, et par là même, on a pu apprécier la belle santé du karaté insulaire. On s'en félicite bien sûr. Allez, tout de suite, notre rubrique Un sport, un village. Elle nous conduit ce soir du côté de Rennes, un village de haute montagne niché au cœur du canton des Deux-Sèvres qui abrite un club de motocross. Regardez. Niché au pied du Monte Rotondo, Rennes est un des villages les plus élevés du canton des Deux-Sèvres en Corse du Sud. Répartie en 5 hameaux, la commune s'étale dans un superbe paysage montagnard. Sa beauté n'échappe pas aux curieux impénitents. Le village de Rennes, c'est aussi l'organisateur de la plus ancienne foire de Corse, à Vieira di San Rocco. Malgré ses 50 habitants et aussi curieux que cela puisse paraître, le village de Rennes abrite un club de motocross. Plusieurs dizaines de licenciés se retrouvent tous les week-ends sous la conduite de moniteurs diplômés et ça fait 30 ans que ça dure. Alors aujourd'hui, les séances. Pour vous les petits, vous allez partir avec mon père et vous allez travailler la mobilité. Pour les grands qui vont venir avec moi, on va travailler la vitesse d'entrée, d'accord, dans les virages. C'est-à-dire qu'on va aller se positionner sur la partie haute du terrain et on va travailler une ornière. Séance d'explication obligatoire, un rituel avant le cours spécifique de conduite en circuit. Tous les week-ends, une vingtaine de pilotes en herbe se retrouvent au motoclub de Rennes. Endurance, cross, trial, peu importe la finalité, ici, la case départ, c'est d'abord l'initiation. L'objectif de l'école de moto, c'est tout simplement d'en faire un sport individuel, un sport collectif, avec tous les risques que ça comporte, pour les futurs pilotes qui rouleront après sur la voie publique. Le club dispose d'un terrain spécialement aménagé
4 hectares au cœur de la châtaigneraie rennaise. Un terrain de jeu aux normes fédérales, condition sine qua non pour la pratique du motocross en toute sécurité. C'est bien pour les enfants qui ont une activité extrascolaire, près de leur village, près de leur ville et tout. Il y a plein de choses à faire et tout. Ça fait revivre un peu le canton et toute la commune. C'est enfin quelque chose pour les jeunes. Ils peuvent s'éclater, ils ont un sport mécanique entre les mains, c'est le top. Acquérir les bases techniques de pilotage, découvrir et contrôler ses limites et celles de la machine, c'est donc le passage obligé avant le grand saut dans la compétition. C'est ce à quoi aspire la majorité des jeunes motards. Pourquoi pas, aujourd'hui on sait que la Corse les clubs proposent des compétitions, donc on va essayer de s'y rendre cette année. Donc par la suite, venir à la compétition, c'est un plus. Allez, on s'avance bien sur la selle. Très bien, très bien. En attendant, le motoclub de Rennes poursuit son bonhomme de chemin. Un seul objectif en tête, perpétuer une tradition sportive en milieu rural. Et ça fait 30 ans que ça dure. Bonjour Joseph Cantone, merci de nous accueillir chez vous dans votre beau village de Rennes. Alors, on vient de le voir, un club de motocross en haute montagne, ça paraît surréaliste. On a créé cette école de moto depuis 5 ans. Elle fonctionne depuis 5 ans. L'école de moto, les deux animateurs principaux, qui sont les deux éducateurs, eux, fonctionnent depuis 1997. Donc l'école de moto n'est pas nouvelle. Et ils se sont rattachés à la commune de Rennes pour faire cette école de moto. Vous l'avez dit, hein, l'école a été créée il y a 5 ans, mais à Rennes, on pratique le motocross depuis plus de 30 ans. Il y a toujours eu le motocross, qu'on appelait à l'époque le Gymkhana pour les fêtes de Saint-Roch. Il y a toujours eu de la moto, donc tous les gens qui montaient ici faire de la moto, il n'y avait pas forcément des courses, mais il y avait toujours un roulage de motocross. Voilà. Depuis 5 ans, vous avez donc relancé le motoclub à Rennes. C'est par passion ou par l'amour du village? Alors c'est l'amour du village, 2, la passion de la moto, pour associer les deux, je dirais. 50 licenciés, une école de moto, un terrain aux normes fédérales. Vous êtes bien structuré. Alors on commence à être bien structuré. On a le matériel pour entretenir notre terrain, les petits engins, tous les parents qui nous donnent un coup de main, je dirais, tous les week-ends. Je dirais, des petits travaux et tout le monde nous aide. Je dirais, c'est vraiment convivial et c'est pour ça qu'on arrive à fonctionner et c'est très bien. Une fois l'apprentissage terminé, est-ce que vos jeunes font le grand saut vers la compétition? Il y en a quelques-uns qui sont plus branchés compétition et il y a ceux qui restent au roulage traditionnel le samedi ou le dimanche et qui font ça par plaisir pour l'instant. Un club de motocross en milieu très reculé comme ici à Rennes, j'imagine que ce n'est pas évident à faire fonctionner. On peut avoir l'inconvénient de l'hiver, je dirais, avec des pluies, un terrain boueux, mais bon, ça reste du motocross. Après l'été, je dirais, bon, c'est plus sec, il fait plus frais à Rennes. On a l'arrosage automatique et c'est plus sympathique pour rouler quand il fait plus frais l'été. Ce sont les seuls problèmes. Donc ce sont les seuls problèmes. Financièrement, ça coûte? Alors financièrement, ça coûte quand même un petit peu d'argent. C'est pas astronomique, mais bon, on se débrouille entre les licenciés, entre les parents qui aident, entre les petits sponsors à droite à gauche, et on s'aide beaucoup. Les collectivités vous aident? Tout a été fait par rapport à la mairie de Rennes, bien sûr, qui nous a bien aidés. Et c'est grâce à elle, je dirais, qu'on a pu faire de A à Z le terrain et agencer tout le terrain de motocross. Vous considérez-vous comme un animateur en milieu rural? Alors je pense que oui. Je pense que je suis un animateur, peut-être un moteur, je ne sais pas. Mais il y a beaucoup de gens derrière moi qui m'aident à faire tout ça. Et sans eux, je ne pourrais pas faire ça tout seul. Et puis les jeunes, c'est la vie au village. Les jeunes, c'est aussi la vie au village, c'est clair. Des projets? Cette année, on a prévu une course le 18 juin. Et après, on espère se développer petit à petit, qu'on ait de plus en plus de licenciés et que ce soit de plus en plus convivial et voilà, qu'on ait le plus de monde possible. Merci de nous avoir accueillis chez vous, à Rennes. Vous faites vraiment du beau boulot auprès des jeunes. On ne peut que vous en féliciter. Merci de nous avoir reçus chez vous. Merci à vous. Voilà un village qui vit l'hiver grâce à sa jeunesse. On ne peut que s'en féliciter. C'est une très 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 belle initiative. Allez, un portrait pour terminer, celui de Michael San. Ce jeune Ajaccien de 22 ans brille dans un sport peu médiatisé. Il s'agit du tir à l'arc.
son parcours, ses ambitions. Il dévoile sa feuille de route pour l'année à venir avec un objectif en tête. Écoutez bien, les Jeux Olympiques de Rio qui se dérouleront au mois d'août 2016. Jean-Pierre Lick, Jacques-Paul Stéphane. Avec à l'image... Michael Sanne remporte ce jour-là en août 2013 l'un de ses plus beaux titres avec son club de Vedène. Il est sacré champion de France par équipe, une consécration pour le jeune archer ajaccien, alors âgé de seulement 20 ans. Débuté 10 ans auparavant, Ajaccio, sa jeune carrière est déjà riche de plusieurs titres. Champion de France junior, champion de France universitaire ou encore médaillé d'or par équipe avec la France chez les seniors. Il fait partie aujourd'hui de l'élite de sa discipline, même si au début rien ne le destinait à réaliser ce parcours. C'était à la base pas une progression parce que j'envisageais pas de faire du haut niveau, donc je suis parti plutôt pour mes études. Et arrivé là-bas, à quelques mois de partir, j'ai fait mes premières médailles en championnat de France. Arrivé là-bas, la fédération m'a contacté pour intégrer le haut niveau, m'a proposé d'être inscrit sur liste ministérielle, et c'est de là que tout est parti. Après 2 ans sur Aix-en-Provence, direction le pôle espoir de Nantes. Licencié en même temps au club de Vedène, il brille avec sa nouvelle équipe. Les médailles tombent une à une dans son escarcelle. Logiquement, l'équipe de France fait appel à lui. Désormais, c'est quotidiennement qu'il s'entraîne à Ajaccio pour préparer une échéance majeure en 2016, les Jeux Olympiques. Vraiment un objectif. Là, il y a un premier pas qui a été fait cette année. La sélection va être encore très longue puisque jusqu'à l'année prochaine, on n'est pas sûr de qui va partir. Mais il faudra gagner sa place dans l'équipe de France et ça, c'est pas chose gagnée. Aujourd'hui, à 22 ans, il est l'un des 6 meilleurs archers de l'Hexagone. Mais seulement 3 places seront attribuées pour les JO de Rio, son objectif avoué. Pour Michael Sanne, les prochains mois seront donc décisifs pour décrocher le précieux sésame. On lui souhaite donc beaucoup de chance à Michael Sanne. J'en suis persuadé, il va réussir. Une info tennis. Sachez que le tennisman Laurent Loncolis vient de se blesser à un poignet. Il n'est pas certain de participer au tournoi de Roland-Garros. Voilà, tout est dit. On vous remercie d'avoir assisté à cette émission. Passez une bonne semaine, surtout faites du sport, vous le savez, car je vous ai à l'œil. On se quitte sur ces dernières images de la finale Bastia-Paris. Elles nous sont proposées par Céline Lerouxel. Bonsoir à tous.